Nous voulons explorer des planètes de plus en plus lointaines, mais il en existe une, très proche, que nous connaissons encore mal. Ces profondeurs sont parcourues d'un labyrinthe de grottes et de rivières souterraines où règnent bien souvent des conditions extrêmes. Une myriade d'écosystèmes abrite des créatures aussi fascinantes qu'inquiétantes. S'ils sont inaccessibles à vos yeux, ces paysages vous sont pourtant intimes. C'est dans votre corps qu'ils sont enfouis. Bienvenue à l'intérieur de la planète Corps. Pour un écologue comme moi, qui étudie la nature et le monde vivant, notre corps est un fabuleux terrain d'exploration. Il a de nombreuses similitudes avec la planète que nous habitons. Il est donc intéressant de l'observer avec le même regard que nous portons aux espaces naturels de la Terre. Nous allons plonger dans les profondeurs de notre corps, dans un univers humide, liquide, sombre. Là aussi existent des équilibres écologiques subtils et une biodiversité fascinante. Dans les régions chaudes et humides de notre corps, règne une vie intense mais invisible à nos yeux. Pour la découvrir, il faut pénétrer sous la surface de notre peau. Nous allons y rencontrer des passagers clandestins microscopiques. Il s'agit des endoparasites, c'est-à-dire la faune parasitaire dont les écosystèmes se trouvent à l'intérieur de notre corps. Le plus souvent, les endoparasites choisissent la discrétion et pénètrent dans le corps sans effraction, en utilisant tout simplement les voies d'accès naturelles. Notre bouche est généralement la première étape de leur voyage. Cette cavité chaude et humide offre un biotope accueillant pour de nombreuses créatures, et tout particulièrement pour les bactéries. Des milliards d'individus en tapissent l'intérieur. Elles nous rendent de nombreux services en maintenant un équilibre chimique dans notre bouche. Le film bactérien qui se forme sur nos dents est saturé en calcium. En se dissolvant à la salive, il permet de lutter contre une acidité excessive lorsque nous consommons du citron ou du vinaigre, par exemple. Ce cocktail de bactéries s'accumule sur nos dents, se solidifie pour former des plaques de tartre. Comme des couches géologiques, elles emprisonnent les bactéries. C'est précisément aux strates bactériennes de nos dents que s'intéresse le professeur Alan Cooper, car elles nous en disent long sur les grands bouleversements bactériens qui ont eu lieu dans notre bouche, depuis nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'homme du XXIe siècle. C'est effectivement la seule forme de bactéries fossiles qu'on connaisse vraiment. Elle préserve toute l'information sur les bactéries présentes dans la bouche d'une personne. Dans le laboratoire dirigé par le professeur Cooper, on exhume donc avec précaution ces bactéries fossilisées des dents de nos ancêtres. Nous voulions vraiment savoir quelles conséquences ont eu les grandes mutations que l'homme a traversées. La plus importante est sans doute l'émergence de l'agriculture, la révolution néolithique comme on l'appelle. C'est le moment où les céréales, comme le blé, l'orge, le seigle, ont été introduits largement dans notre alimentation. C'est là que les glucides sont devenus prédominants dans notre régime alimentaire. On observe une modification majeure, à la fois dans la composition et la diversité des bactéries présentes. On voit apparaître les premiers signes de caries et les trous qui se forment dans les dents. Ce qui est intéressant,
c'est que chez les populations de chasseurs-cueilleurs, on trouve très peu de signes de carie dentaire. En fait, leurs dents sont saines. Bien sûr, elles sont usées et abîmées par l'absorption d'aliments bruts qui sont très abrasifs. Mais à part ça, elles sont en bon état. Dans les collections des musées, quand vous passez de la période des chasseurs-cueilleurs à celle des premiers agriculteurs, les dents se gâtent terriblement. Ensuite, nous avons relevé une chose étonnante. La population bactérienne ne change pas beaucoup depuis la naissance de l'agriculture, en passant par l'âge de bronze jusqu'au Moyen-Âge et au-delà. Puis soudain, quand la révolution industrielle explose à partir de 1850, tout se dérègle. Subitement, on assiste à une arrivée massive du sucre et des farines raffinées dans notre alimentation. À partir de là, il y a un effondrement de la diversité bactérienne dans notre bouche. Et les espèces de bactéries nuisibles deviennent dominantes chez tous les individus qu'on observe. Mais notre bouche n'est que l'antichambre des gouffres qui parcourent les tréfonds de notre corps. Dans les entrailles de la Terre, certaines créatures se sont adaptées à des environnements sombres, humides et pauvres en oxygène. À l'intérieur de notre corps, des organismes vivants se sont, eux aussi, habitués à ces conditions particulières. C'est en pénétrant au plus profond de notre système digestif que nous découvrons la richesse de nos écosystèmes intérieurs. Dans les replis humides de nos intestins, travaillent quotidiennement des milliards d'organismes vivants. Nous portons entre 10 000 et 100 000 milliards d'organismes microbiens, qui sont surtout des bactéries intestinales. C'est 10 fois plus que le nombre de cellules de notre corps. Ces milliards de bactéries sont absolument indispensables à notre vie. On estime que les bactéries intestinales remplissent plus de 15 000 fonctions distinctes au service du corps humain. Elles favorisent notamment la digestion des aliments, elles permettent l'absorption et la fabrication de vitamines essentielles, elles nous protègent aussi contre les micro-organismes nuisibles. En échange des services rendus, elles trouvent dans les profondeurs de notre système digestif la chaleur, l'humidité et les nutriments indispensables à leur développement. Les bactéries intestinales sont connues depuis longtemps, mais on commence seulement à prendre conscience de leur importance, sans doute à cause de notre aversion pour l'intérieur de nos intestins. C'est pourtant dans ces profondeurs caverneuses que résiderait la clé de notre santé et de notre équilibre biologique. L'exploration de nos cavernes intérieures révèle des paysages étonnants. Les nombreux replis qui forment le relief de nos intestins ont une utilité. Ils permettent de multiplier la surface de contact avec les aliments et favorisent ainsi leur assimilation. Observée dans le détail, la paroi de nos intestins est composée de petites collines alignées qui sont un refuge idéal pour les bactéries. Elles ont chacune leur mission et leur régime alimentaire favori. Si vous aimez la viande et les produits laitiers, votre intestin hébergera plutôt des bactéroïdes. Si vous appréciez le poisson et les huiles végétales, Ruminococcus se développera. Mais si vous raffolez de gâteaux et de gourmandises sucrées, c'est Prevotella qui dominera. Votre régime alimentaire avantage certaines bactéries. En le changeant, vous modifiez votre flore intestinale. Des études ont notamment montré que la consommation de fruits et légumes favorise la diversité bactérienne.
La constitution de notre flore intestinale est étudiée de près par les scientifiques. Ils associent désormais le surpoids à la présence ou à l'absence de certaines bactéries. Chez l'homme, on a constaté que les personnes obèses ont une flore différente des personnes minces. On a par exemple identifié une bactérie qui absorbe une grande quantité de calories. Quand elle est absente, comme chez les personnes obèses, c'est le corps qui stocke ces calories. Comme dans la nature, la variété des espèces est donc essentielle dans nos intestins. Mais notre biodiversité intestinale est fragile. Comme le feu, capable de tout détruire sur son passage, certaines infections ou un traitement prolongé aux antibiotiques peuvent réduire en cendres la flore de nos intestins. Peu à peu, la végétation renaît, mais quand les dégâts sont trop importants ou quand des espèces invasives en ont profité pour s'installer, il faut parfois donner un petit coup de pouce à la nature. L'idée consiste à réensemencer l'intestin avec de bonnes bactéries. C'est ce que fait le professeur Thomas Borody, qui a mis au point une méthode pour le moins originale, la transplantation fécale. Les selles, dans leur forme saine, avec une grande diversité bactérienne, peuvent être introduites dans les intestins de quelqu'un pour tuer les organismes responsables de certaines maladies. C'est repoussant pour moi comme pour n'importe qui, mais il faut reconnaître que c'est efficace. Par exemple, la bactérie Clostridium difficile a une spore, une sorte de petite boule, enduite, disons, de téflon. Cela rend cette spore indestructible par les antibiotiques. Mais par contre, la flore intestinale humaine peut la détruire. Quand on implante une nouvelle flore intestinale, on stimule profondément le système immunitaire à l'extrémité du petit intestin. Cela provoque une réaction des défenses naturelles du corps, dont on commence tout juste à mesurer la portée. Depuis plus de 20 ans, le professeur Borody a traité avec succès de très nombreux cas de colite, d'ulcères intestinaux ou de maladie de Crohn. Cette surprenante thérapie met en évidence la complexité des équilibres qui sont en jeu dans les profondeurs de notre corps. En raison des nutriments qui s'y trouvent et de l'humidité qui y règne, les intestins sont un milieu favorable à la vie. Les bactéries ne sont pas les seules à s'y sentir à l'aise. D'autres espèces bien plus imposantes y élisent parfois domicile. Les vers parasites. La plupart de ces étranges créatures commencent leur exploration de la planète corps sous forme d'œufs dissimulés dans notre nourriture. Le trajet qu'ils suivent jusqu'à nos intestins n'est donc pas un mystère. Ils occupent la même niche écologique que les bactéries et peuvent même être en interaction étroite avec elles. Ainsi, les œufs de Trichuris trichuria n'éclosent que lorsqu'ils sont à proximité de bactéries typiques du gros intestin. Leur présence serait le signal pour l'œuf qu'il est dans l'environnement qui lui convient et qu'il peut éclore. Mais avant d'arriver dans nos intestins, ces créatures des profondeurs doivent traverser un véritable chaudron de sorcière, notre estomac. Contrairement aux apparences, le docteur Richard Foulkes ne prépare pas son petit déjeuner, mais une expérience. Elle consiste à recréer les conditions réelles du processus digestif lors d'un repas. C'est dans sa propre bouche qu'il soumet les aliments à la mastication et à une première stérilisation
par les enzymes contenues dans la salive. Puis il livre le résultat de ce pré-mâchage à son bébé, le model gut, une machine qui reproduit fidèlement les phénomènes mécaniques et chimiques de l'estomac. Ce robot, dont il est l'inventeur, permet d'étudier la digestibilité de certains aliments, leur rapport diététique, mais aussi la résistance d'organismes vivants au cocktail corrosif de l'estomac. Maintenant, je vais ajouter quelques œufs de parasites intestinaux, mélanger tout ça et l'introduire dans l'estomac. Lorsque des organismes sont ingérés en même temps que des aliments, le principal défi qui les attend, c'est le pH acide de l'estomac, susceptible de les tuer. Ceci étant dit, lors d'un repas, au cours de la digestion, le pH n'est pas toujours très bas. Il ne descend à 2 qu'à la fin. C'est ainsi que la plupart des aliments qui passent de l'estomac dans le petit intestin ne rencontrent jamais un pH aussi acide que 2. Par ailleurs, quand un morceau d'aliment reste relativement intact, l'acidité ne stérilise que l'extérieur de cet élément. Si des organismes sont logés à l'intérieur de ce morceau, ils ne seront pas exposés à l'acidité ambiante de l'estomac. On a maintenant notre repas digéré. On peut contrôler si les œufs de parasites restent actifs. Comme on pouvait le penser, les œufs semblent avoir survécu. Si les vers parasites ressortent indemnes du bain acide de l'estomac, c'est parce que leurs œufs sont enrobés d'une coque protectrice. Ils arrivent alors dans nos intestins, où ils peuvent éclore et se développer en toute sécurité. Chaque espèce prospère selon sa propre technique. L'ascaris, par exemple, s'agrippe à notre intestin grêle grâce à de petites tenailles et se nourrit des restes de nos repas. Le schistosome, quant à lui, a une prédilection pour les vaisseaux sanguins qui prolifèrent sur les parois de nos intestins. Avec sa ventouse, il se colle à l'un de ces vaisseaux et pompe le sang grâce à son organe de succion. Notre réseau sanguin est une voie de circulation qu'empruntent de nombreux parasites. Mais ce voyage à travers fleuves et rivières de notre planète peut être périlleux. En effet, c'est là que patrouillent en priorité les armées de notre arsenal défensif, connu sous le nom de système immunitaire. Tous les secrets de son fonctionnement n'ont pas encore été percés, mais on commence à en comprendre les principaux rouages. Certains globules blancs, les lymphocytes B, sont spécialisés dans l'identification des envahisseurs qui arrivent de l'extérieur de notre corps. Dès qu'ils repèrent un intrus, ils donnent l'alerte en fabriquant des anticorps qui se fixent sur l'ennemi et le désignent comme agresseur. D'autres globules blancs, les macrophages, se jettent alors sur la cible identifiée par les signaux d'alerte et la dévorent. Certains parasites, comme celui de la toxoplasmose, arrivent pourtant à passer à travers les mailles du filet et parviennent à vivre cachés à l'intérieur de nos cellules. Le parasite de la toxoplasmose est un parasite qui a un succès énorme puisqu'il peut parasiter un grand nombre d'hôtes et on considère que près de 30% des individus humains, par exemple de la planète, portent ce parasite. Il n'a en général aucune conséquence sur les individus qui l'infectent. Pourtant, les femmes enceintes le redoutent à juste titre.
Le fœtus est vulnérable car il est dépourvu de défense immunitaire. Si le parasite réussit à s'introduire dans ces cellules, il risque de provoquer des malformations chez le bébé. Comme nombre de bactéries ou de vers parasites, ce petit protozoaire s'introduit dans notre corps par les voies naturelles. C'est bien souvent dans les crudités ou dans la viande peu cuite qu'il peut se cacher. Pour madame, l'agneau. Merci. Et pour monsieur, Merci. le bœuf. Bon appétit. Une fois ingéré, le parasite infecte les cellules de notre intestin et s'y multiplie. Les défenses de notre corps réagissent à cette agression, mais quelques parasites échappent à la riposte en changeant d'apparence. Pour notre système immunitaire, ils deviennent invisibles. On ne connaît pas toutes les techniques de camouflage de ce parasite, mais on sait qu'il peut déjà utiliser des globules blancs qui circulent dans le sang comme véhicule pour aller coloniser les tissus comme le cerveau. Une personne sur 3 vit donc avec un parasite dormant dans ses neurones. On peut le porter ainsi toute sa vie sans que cela ne pose aucun problème. Il n'en va pas de même pour certaines espèces animales. Lorsque le parasite s'invite dans le cerveau du rat, il modifie son comportement. Des expériences sur le rat ont montré que la présence de toxoplasma dans le cerveau des rats altère leur évaluation d'une menace et les désinhibe de la peur de leurs prédateurs. Les scientifiques pensent que le parasite sait manipuler le rat pour faciliter son ingestion par le chat. En effet, Toxoplasma a besoin d'être dans l'intestin d'un chat pour faire naître de nouvelles générations de parasites. Si Toxoplasma ne peut se reproduire de façon sexuée que dans l'intestin du chat, l'homme représenterait donc une voie sans issue pour le parasite. Pourtant, une fois installé dans notre cerveau, est-il aussi inoffensif que cela? Se pourrait-il qu'il modifie notre comportement à notre insu, comme chez le rat? Même si, dans la plupart des cas, il n'y a pas de signes qui puissent illustrer ou traduire la présence du parasite, depuis une dizaine d'années, des études ont révélé que le parasite n'est pas si neutre que ça et peut avoir un effet sur le comportement de l'hôte en facilitant la production de médiateurs chimiques comme la dopamine qui est impliquée dans le trouble de comportement neurologique comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Le parasite Toxoplasma pourrait se comparer à un fantôme qui hante votre crâne. Il est capable de rester toute votre vie, incognito, enfoui dans votre cerveau. Mais si votre système immunitaire s'affaiblit fortement de façon durable, alors Toxoplasma se réactive et déclenche des encéphalites, parfois mortelles. L'efficacité de notre système immunitaire peut donc être, pour nous, une question de survie. Il est important qu'il fonctionne de façon optimale et reconnaisse l'ennemi à combattre. Pourtant, il arrive que notre arsenal défensif se détraque et se retourne contre notre propre corps. C'est ce que l'on appelle une maladie auto-immune. Quelle peut être l'explication d'un tel dérèglement qui s'opère à l'échelle microscopique à l'intérieur de notre planète?
Il y a de plus en plus de preuves que l'une des choses qui a changé, c'est notre relation avec certains organismes microscopiques ou parfois plus gros. Nous avons évolué avec eux et nous avons appris à les tolérer. En s'habituant à leur présence, notre système immunitaire s'est éduqué. Il a mis en place une sorte de police qui le régule et l'empêche d'être trop actif quand ce n'est pas utile. Ces organismes, qui nous habitent depuis des milliers d'années, le professeur Rook les qualifie de vieux amis. Leur disparition peut engendrer des déséquilibres. Une fois de plus, un petit parallèle avec notre planète Terre peut être utile. Nous avons tous pris conscience de l'importance de la biodiversité et du rôle de chaque espèce. Certaines peuvent paraître nuisibles, d'autres plus utiles, mais toutes participent à un équilibre écologique qui s'est construit au fil de l'évolution. Qu'une espèce vienne à disparaître ou qu'une autre se mette à envahir, et cet équilibre est rompu. Dans notre corps, à une autre échelle, les processus sont les mêmes. Bien sûr, nous ne pouvons pas vraiment changer notre mode de vie pour retrouver le contact avec nos vieux amis. Et ça ne sert à rien de remettre en cause l'hygiène, car de toute façon, ces vieux amis ne sont plus dans notre environnement. Nous les avons perdus à la suite de changements majeurs dans notre façon de vivre. Par contre, dans la nature, dans les espaces verts, dans les forêts, à la campagne, il y a plein d'organismes avec lesquels nous pouvons entrer en contact et qui sont bons pour notre système immunitaire. L'histoire de l'environnement agricole est particulièrement intéressante. Au XIXe siècle, quand on a commencé à identifier les problèmes d'allergie, on a observé que le rhume des foins sévissait surtout auprès des citadins, des aristocrates et des populations aisées, mais ne touchait pas les fermiers. Depuis, des recherches faites dans de nombreux pays ont prouvé à plusieurs reprises que si vous exposez un enfant à un environnement agricole dans les 2-3 premières années de sa vie, il sera beaucoup moins sujet aux allergies de tout genre. Il y aura aussi moins de probabilité qu'il développe des maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a un autre élément qui semble protéger contre les inflammations chroniques et les allergies. C'est le contact avec un chien. C'est sans doute parce que les chiens sont parfois sales. Ils courent dehors, creusent des trous, ils reviennent avec de la boue, de la terre, et ils vous lèchent le visage. Souvent, les enfants jouent avec les chiens de façon très proche. Et même si votre enfant se lave après, il va entrer en contact avec de nombreux organismes intéressants qui viennent à la fois du chien et de l'environnement où il joue avec le chien. En se coupant d'un environnement naturel auquel il appartient depuis des millénaires, l'homme aurait aussi rompu les équilibres de son corps. Il suffit parfois de réintroduire certaines vieilles connaissances dans notre écosystème pour lutter contre les inflammations chroniques ou les maladies auto-immunes. Des chercheurs australiens s'intéressent en particulier au pouvoir d'un petit ver appelé ankylostome. On le trouve dans la nature où ses œufs nichent dans les espaces humides. Et c'est sous forme de larves qu'il se fixe sur notre peau dès qu'une main ou un pied arrive à son contact. L'utilisation de ce ver parasite est testée par un gastro-entérologue australien, le professeur John Kruse, pour traiter des patients qui souffrent d'inflammation intestinale, de la maladie de Crohn ou d'allergie au gluten. Un patch imbibé de liquide contenant une dizaine de larves est appliqué sur la peau. Dites-moi ce que vous ressentez. J'ai un peu la sensation d'une piqûre, comme une pointe d'aiguille. Ça me donne envie d'y toucher. Je suis content que vous me disiez ça, car ça veut dire que les larves sont vivantes. Elles sont en train de pénétrer sous la peau. Elles font leur boulot. Et maintenant, elles font partie de vous. Les larves traversent la peau en quelques minutes,
puis elles voyagent dans le flux sanguin jusqu'aux poumons. Une fois matures, elles remontent vers notre tube digestif pour finir leur migration dans notre intestin où elles se fixent. Pour ces essais cliniques, John Kruse travaille en lien étroit avec le parasitologue Alex Lucas qui tente de comprendre les pouvoirs de ces vers. Vous n'avez pas besoin de vous infecter avec un ver vivant pour bénéficier de ses propriétés anti-inflammatoires. Notre recherche a montré que si vous collectez la salive des vers et que vous l'injectez à des souris atteintes d'inflammation chronique, vous pouvez les guérir d'affections comme l'asthme ou la maladie de Crohn. Il est vrai que lorsque l'on voit le portrait de la bête grossi plusieurs milliers de fois au microscope électronique, on peut comprendre que tout le monde ne soit pas prêt à héberger ce mini-vampire dans son intestin. Pourtant, paradoxalement, sa morsure peut nous faire du bien. Quand un ankylostome s'accroche, il libère toutes sortes de protéines dans sa salive, et certaines d'entre elles ont des propriétés immunodépressives. Elles atténuent la réponse du système immunitaire pour protéger le ver d'une riposte. Le bénéfice de cela, c'est que ça supprime l'inflammation. Mon objectif est d'identifier les molécules sécrétées par les vers qui ont un pouvoir anti-inflammatoire pour en faire des médicaments. L'élimination totale de certains parasites avec lesquels nous avons toujours vécu n'est donc pas forcément un bienfait. En effet, il se crée parfois un équilibre de la terreur entre micro-organismes. À notre insu, les minuscules créatures qui nous ont colonisés se livrent à des combats sans merci, dignes de films de science-fiction. Dans les empires invisibles de l'infiniment petit, les bactéries subissent les assauts permanents de leurs pires ennemis, les virus bactériophages. Dès qu'une bactérie cible est repérée, le bactériophage s'y arrime, tel un vaisseau spatial se posant sur une planète. Puis il injecte son matériel génétique à l'aide d'une mini-seringue. Le virus se multiplie alors à l'intérieur de sa victime et la fait exploser. Tous les 2 jours, la moitié des bactéries présentes sur Terre succombent sous les assauts des bactériophages. Les virus bactériophages sont présents partout dans la nature. Ils traquent leur proie dans tous les milieux. Ils sont 1 million dans une goutte d'eau de mer et près de 100 millions dans 1 gramme de terre. Mais notre corps est également un de leurs terrains de chasse de prédilection. On estime que chacun d'entre nous abrite en permanence 300 millions de virus qui sont essentiellement des bactériophages. Ils prolifèrent dans le mucus, cette substance visqueuse qui tapisse l'intérieur de notre nez, de nos poumons ou la paroi de nos intestins. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si certaines zones de notre corps offrent un milieu propice à ces tueurs de bactéries. Les colonies de bactériophages seraient l'équivalent d'une armée alliée stationnée dans des bases et prête à se jeter sur l'assaillant. Autrement dit, chacun de nous ferait inconsciemment, bien sûr, l'élevage de virus destinés à assurer notre défense.
Cela est d'autant plus étonnant que les virus sont habituellement classés dans la catégorie des agresseurs. On les représente d'ailleurs souvent comme de véritables petites bombes hérissées de pics. De toutes les créatures que nous avons rencontrées au cours de notre voyage sur la planète Corps, les virus nous entraînent aux limites du visible. Comparés à eux, la plupart des organismes microscopiques sont de véritables mastodontes. Pour vous donner un point de comparaison, si une cellule de votre peau avait la taille d'un éléphant, le virus, lui, aurait la taille d'un moustique. Et il ne faut pas s'y fier, car d'une certaine façon, les pouvoirs des virus sont inversement proportionnels à leur taille. Les virus ont besoin de pirater nos cellules pour survivre. C'est ainsi qu'ils peuvent provoquer les maladies les plus contagieuses et dévastatrices que l'espèce humaine doit affronter. Rage, grippe, variole, Ebola, sida, autant de noms qui résonnent comme de terribles menaces. S'ils nous rendent malades et parfois menacent nos vies, certains virus, appelés rétrovirus, ont en plus le pouvoir de s'installer en nous de façon définitive. Un rétrovirus, c'est un virus très particulier qui a cette capacité tout à fait remarquable d'être capable de s'intégrer de manière précise dans les chromosomes, dans le génome de la cellule qui l'infecte. Au cours de notre évolution, des épidémies provoquées par des rétrovirus ont abouti à ce résultat surprenant. En infectant nos cellules, l'ADN du virus s'est intégré à notre propre ADN. Le virus est alors devenu endogène, c'est-à-dire qu'il s'est installé à l'intérieur de notre génome. Comme ce phénomène s'est produit plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, certaines séquences de notre ADN sont ainsi composées de virus. Près de 10% de notre génome est en fait constitué par des rétrovirus intégrés. Donc la trace de ces infections anciennes qui ont été transmises de génération en génération. Les structures endogènes que l'on voit aujourd'hui sont des reliquats d'infections auxquels on a bien entendu survécu, sinon on ne serait pas là pour les voir, pour les montrer en tout cas. Ce qui veut dire qu'en fait on peut réchapper à ces insertions et à ces infections. La nature a mis au point des mécanismes extrêmement puissants pour restreindre l'effet de ces insertions de rétrovirus. Assez rapidement, des phénomènes d'extinction de l'expression du virus sont mis en place, qui font que le virus est là, physiquement, il est toujours présent dans nos gènes, mais il ne s'exprime pas. C'est heureux pour nous, car les rétrovirus comptent dans leur rang des agresseurs aussi redoutables que les virus du sida ou de la leucémie. Il existe pourtant un cas exceptionnel où ces virus enfouis dans notre ADN sont capables de se réactiver de façon temporaire et pour notre bien. Aussi incroyable que cela puisse paraître, notre capacité à enfanter est intimement liée à un réveil momentané de virus endogènes. C'est sous leur action que peut se former une membrane interne du placenta, essentielle au développement de l'embryon. Cette grande nappe cellulaire régit les échanges entre le sang de la mère et le sang du fœtus. En se réactivant, les virus endogènes produisent aussi des protéines qui protègent l'embryon d'une attaque du système immunitaire maternel. Il faut bien voir que le fœtus, comme le placenta, qui ont tous deux le même génotype, et en fait, c'est un génotype mixte qui contient à la fois des gènes d'origine paternelle et des gènes d'origine maternelle. Donc le placenta et le fœtus, normalement, devraient être rejetés par le système immunitaire de la mère
qui devrait considérer cet objet, le fœtus et le placenta, comme une sorte de greffe étrangère dont il faut se débarrasser. Or, on le sait tous bien, ce n'est pas ce qui se passe. Le placenta et le fœtus sont tolérés par la mère, qui ne le rejette pas. En se réveillant dans le placenta au moment de la grossesse, les virus nous font donc bénéficier d'un de leurs atouts, la capacité à neutraliser le système immunitaire. Pour conforter sa découverte, le professeur Edman a voulu savoir si le même phénomène se retrouvait chez tous les mammifères. Il a observé le placenta de nombreuses espèces. Dans chacun de ces placentas, il a trouvé des traces de virus. Cette présence systématique signifie donc que la réactivation des rétrovirus endogènes est bien une caractéristique des mammifères. Comme chez l'homme, elle conditionne la formation du placenta et empêche le rejet de l'embryon par le système immunitaire maternel. C'est bien la clé qui permet aux mammifères de porter les petits le temps d'une gestation et les distingue des reptiles, des oiseaux et autres animaux pondeurs d'œufs. Il est parfois difficile d'imaginer à quel point nous sommes liés aux minuscules créatures qui nous habitent. Si les bactéries régissent les équilibres de notre corps et nous accompagnent dès notre naissance, ce sont les virus qui nous permettent de naître. Après un tel safari microscopique à l'intérieur de la planète corps, peut-être ne vous regarderez-vous plus tout à fait de la même façon. Si nous hébergeons plus de bactéries que nous n'avons de cellules, si des virus fossiles squattent notre ADN, que nous reste-t-il d'humain? Les créatures qui peuplent notre planète corps sont les architectes invisibles de notre évolution et sont même parfois indispensables à notre survie. Le vivant n'est pas uniquement constitué d'espèces en compétition les unes avec les autres, mais aussi et surtout d'espèces auxquelles l'évolution a imposé la nécessité de collaborer entre elles. Et c'est ce qu'elles font à merveille depuis toujours. Virus nous sommes, bactéries nous sommes, cellules nous sommes, animaux nous sommes. Et c'est bien ça qui nous rend humains.